Donc, on a le plaisir d'accueillir le professeur Alec Vahagnan qui va nous parler donc des innovations valvulaires. Et c'est, je pense, un expert qui a vécu la révolution des 30 dernières années où c'était une spécialité uniquement chirurgicale et qui n'est plus devenu, qui est devenue une spécialité mixte. Merci Johan, je crois que c'est un compliment, parce que quand tu as dit qui a vécu, bon voilà. Alors, merci, je suis très heureux d'être ici et ça me fait toujours très plaisir de participer aux activités du groupe de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière pour des tas de raisons. Bon, alors, on n'a pas beaucoup de temps, il est tard, vous êtes fatigués, donc on va essayer d'aller à l'essentiel et je vais essayer de vous raconter une histoire française. Alors, notre philosophe est parti, mais néanmoins, je voudrais commencer par citer Platon. Si ce n'est pas juste, personne ne me contredira. La nécessité est la mère de l'invention, a dit Platon. Voyons un peu s'il y a un rationnel pour faire de la cardiologie interventionnelle chez les patients qui ont des sténoses aortiques. C'est-à-dire cette horreur qui est au fond, ce bloc de calcaire que Vézal décrivait très bien, à la sortie du cœur. Eh bien oui, parce que la sténose aortique, c'est la ligne rouge. Et vous voyez, les 20 dernières années, ça augmente de façon exponentielle parce qu'on vieillit, on mange mal, etc., etc. Ça augmente beaucoup plus en fréquence que l'insuffisance cardiaque ou l'arythmie complète. Donc il y a un énorme problème de santé publique à satisfaire. Avoir une sténose aortique sévère, c'est pas bon, on en meurt si on fait rien. Les patients qui ont ça sont souvent âgés, bon, plus âgés que moi, ont des maladies associées, ce qui les rend à haut risque et parfois contre-indiqués pour la chirurgie. Résultat des courses, on a peur de les faire opérer, enfin avant, on avait peur de les faire opérer, on ne leur faisait rien et nos pauvres patients mouraient. Alors maintenant, il faut un bon rationnel, mais il faut des gens pour faire ces techniques innovantes dans les valvulopathies. Ici, une diapo qui vous montre les innovateurs en cardiologie interventionnelle ces 50 dernières années en Europe. Et regardez, il y en a 4 qui sont cités, il y a 2 grosses flèches rouges. Ça, c'est le même individu, Alain Cribier, un Français de Rouen, qui a inventé, qui a fait la première dilatation de valve aortique en mettant tout simplement un ballon dans la valve en passant par la jambe. Et quelques années plus tard, il a peaufiné les choses, il a mis une valve sans opérer le patient. Alors voilà Alain, malheureusement il nous a quittés il y a quelques mois, semaines, mois, et sa première intervention avait lieu en 1985. Alors ces innovateurs, enfin lui et d'autres, ils ont quelques traits particuliers. Le premier trait particulier, c'est qu'ils n'aiment pas rester, quelqu'un a dit tout à l'heure, dans leur zone de confort. Et ils font un peu comme Stirling Moss, ils aiment bien pousser leurs limites, toujours essayer de faire mieux. Mais regardez un peu le visage d'Alain, le visage de son adjointe, Hélène Tchaninov, et d'un de leurs collaborateurs, le jour où ils ont mis la première valve. Et vous voyez dans ses yeux une grande anxiété parce qu'ils ne veulent pas faire de mal aux patients. Ils tiennent énormément au bien-être de leurs patients, donc ils répondent à un besoin, ils font quelque chose de nouveau, mais pas n'importe quoi. Alors, cette plaque, c'est Alain qui me l'avait donnée, et peu de temps avant de disparaître, qui vous résume un petit peu ce que c'est que faire une innovation comme celle-ci. En 85, donc là, il met le ballon dans la valve aortique, il gonfle, on l'a tous fait. Bon, ça donne un petit résultat immédiat, mais ça dure pas très longtemps parce qu'on a fait que des micro-fractures du calcaire, sans l'envoyer dans la tête, mais les micro-fractures, ça récidive. Qu'est-ce qu'ils disent les experts? Ils disent « c'est impossible, c'est honteux de faire ça ». Alors Alain, il a essayé ensuite de mettre une valve en place avec un ressort, le stent. Ça a pris du temps. Il a essayé de trouver de l'argent, parce que quand on fait une innovation, il faut trouver de l'argent.
Personne ne voulait investir dans cette aventure et les chirurgiens disaient « Mais c'est le projet le plus stupide du monde, c'est un véritable scandale !» Et il a continué à persévérer. Il a finalement trouvé des ingénieurs israéliens, quelques cardiologues interventionnels américains, des investisseurs américains, et il a créé une start-up qui a pu faire l'évaluation, qui a pu notamment faire les derniers temps de l'évaluation à l'Institut, à l'IMM, à Montsouris, dans le laboratoire de médecine vétérinaire. Et finalement, 15 ans après, il a mis en place la première prothèse. Donc vous voyez que ce n'est pas une mince affaire et il faut connaître cette devise de Churchill pour faire un truc pareil. Ne jamais abandonner. Alors voilà le bébé d'Alain. Le bleu, c'est une sonde qu'on met dans l'artère fémorale le plus souvent. On la pousse et on va lui faire franchir la valve aortique. Au bout, il y a un ballon. Quand on gonfle le ballon, ça déploie une valve au niveau de l'aorte malade. Voilà l'implantation, très rapidement. Oui, ça va à toute vitesse. Voilà, boum, 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 et hop. Alors, qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a mis cette valve? Eh bien, vous voyez la valve qui est gentiment installée dans la valve aortique du patient. Alors, elle n'est pas suturée par le chirurgien, donc il peut y avoir un risque de fuite, de petite fuite autour de la valve, mais en mettant des robes, des jupes autour de la valve, on arrive à presque complètement contrôler ce phénomène. Il y a deux types de valves. En haut, c'est une valve qui s'auto-expand. En bas, c'est une valve qui est dilatée par un ballon. Chose intéressante, la valve qui s'auto-expand a été aussi inventée par un chirurgien français, Jacques Seguin. Bravo. Alors, une nouveauté de cette procédure de mise en place des valves aortiques par voie percutanée, c'est qu'à la différence de ce qu'on faisait dans les maladies valvulaires, où on faisait quelques séries, on ne mettait pas tous les malades, on les suivait, oui, mais enfin pas parfaitement, ce procédé a ouvert la voie à une méthodologie d'évaluation très rigoureuse. Et vous voyez qu'au cours d'un peu plus de 10 ans, il y a eu 9 essais randomisés, c'est-à-dire en comparant de manière très rigoureuse la chirurgie et cette technique, ou cette technique et le traitement médical. Et je dois dire que l'équipe de la Pitié, avec Jean-Philippe et d'autres personnes du service, et toi aussi, Gilles, vous avez beaucoup contribué à mieux faire connaître le traitement contre la thrombose dans ces valves de TAVI. Donc, ces essais, ça nous donne des bases très solides pour proposer la technique. Alors, tout à l'heure, on nous parlait de la chirurgie mini-invasive. Mais là, c'est vraiment très peu invasif parce qu'on fait une piqûre dans l'artère fémorale avec une anesthésie locale. C'est quand même moins. Bon, là, je n'ai pas pris la mini-invasive, mais c'est une sternotomie. La scie, ça fait beaucoup de bruit, etc. C'est quand même beaucoup moins invasif. Et il n'y a pas de circulation extracorporelle qui rend bien sûr des services immenses, ce qui est nécessaire, mais qui néanmoins a quelques problèmes intrinsèques. La mortalité est plus faible, la morbidité, notamment les accidents vasculaires cérébraux, etc., sont moins fréquents. On s'adresse à des gens d'un certain âge. Et il est très important de pouvoir avoir une hospitalisation très courte, une récupération rapide. Ça peut même être en une journée, 2 journées. Enfin, il n'y a pas d'anticoagulants comme les prothèses mécaniques. Et si ça ne va pas, dans des cas sélectionnés, maintenant on a montré qu'on pouvait remettre une valve dans la valve. Alors, toutes les questions ne sont pas résolues. Il y a des types de valves. Normalement, enfin dans cette salle, je suis sûr que la majorité d'entre vous, vous avez 3 valves aortiques. Et il y a des gens qui n'en ont que 2. Et quand il n'y en a que 2, il y a beaucoup de calcaire. On n'a pas bien résolu ça. Il y a
un peu plus de pacemaker avec un type de valve. Les coronaires, on ne peut pas toujours très facilement aller dans les coronaires après, surtout quand on met une valve, deux valves, sans faire très attention. Maintenant, on n'a pas complètement, mais très bien avancé dans la résolution de ce problème d'accès dans les coronaires après. Deuxième question, la durabilité. Et on sait que cette durabilité est bonne jusqu'à 10 ans, mais au-delà, on ne sait pas encore. Alors, si on a 80 ans, c'est pas très grave, notre espérance de vie, bon, allez, 5 ans, on ne va pas faire de différence femme-homme, 5 ans, donc ça ne pose pas de problème. Par contre, si on n'a que 65 ans, si on est un gamin, et là, on a une espérance de vie d'une vingtaine d'années, alors là, il y a un problème. Il faut envisager des stratégies successives. Et maintenant, la mode et la façon de penser doit être d'individualiser la prise en charge à vie de ces patients. Qu'est-ce qui va faire ça? C'est le groupe médico-chirurgical qui discute en fonction du patient, en fonction de son anatomie, en fonction des problèmes techniques et aussi en fonction du souhait du patient, qui est un élément essentiel dans la décision. Alors, vous êtes jeune, vous avez un très faible risque pour la chirurgie. En général, on commence par une valve dite mécanique et quelques patients préfèrent une valve dite biologique parce qu'il n'y a pas d'anticoagulant. Vous êtes toujours jeune, entre 65 et 75, vous êtes à bas risque pour la chirurgie. Les recommandations disent commencer par une chirurgie avec la valve biologique sans anticoagulant. Puis quand ça n'ira plus, quand cette valve va se dégrader, vous pouvez mettre une valve percutanée dedans. Enfin, quand vous avez plus de 75 ans, tout ça c'est des chiffres un peu magiques qui ne le sont pas, mais enfin c'est des chiffres retenus aujourd'hui. Si vous avez plus de 75 ans, le traitement de première intention, c'est de commencer par le percutané. Si ça se dégrade, eh bien vous remettez, dans la plupart des cas, pas toujours, remettez une valve dedans. Alors, pour résumer l'état des connaissances, sans vous abreuver de chiffres, il y a quand même eu plusieurs millions aujourd'hui de malades traités par le TAVI, donc ce n'est plus une anecdote. Si on peut passer par l'artère fémorale, et en général, la procédure est simple, c'est autour d'1 heure de procédure, sans anesthésie générale, avec une bonne sédation. Précocement, quel que soit le risque opératoire, l'efficacité en termes de fonction de la valve est supérieure à la chirurgie, puis ça sera équivalent. Le risque est inférieur à la chirurgie pour la plupart des complications, on l'a vu. Les résultats à long terme, il ne faut pas parler de ce qu'on ne connaît pas, mais jusqu'à 10 ans, il n'y a pas une mauvaise surprise, ça se maintient. Et les recommandations en Europe sont que c'est le traitement des gens avec sténose aortique à haut risque pour la chirurgie ou qui ne peuvent pas être opérés. Si ce n'est pas le cas, au-delà de 75 ans, c'est la thérapeutique préférée. Alors, dans notre beau pays, qu'est-ce qui se passe? Dans notre beau pays, au fil des années, la dernière c'est 2019, vous voyez que le nombre de TAVI en rouge a augmenté, c'est partout pareil, en Allemagne, aux États-Unis, ça a augmenté de manière considérable, et il y en a plus que la courbe avec des rectangles en bleu, plus que d'interventions de remplacement valvulaire chirurgical, mais il ne faut pas dire l'un gagne sur l'autre, etc. Ce qui compte, c'est le noir en haut. C'est le nombre de patients français avec sténose aortique qui ont eu un traitement efficace. Et vous voyez qu'en 10 ans, il a explosé. Nos patients sont les grands bénéficiaires. Alors, ici, je voudrais citer, on va presque finir, une phrase qui vient, nos collègues chirurgiens connaissent, ce monsieur qui n'est pas un tendre, qui est le chef du plus grand service de chirurgie cardiaque des États-Unis, à Cleveland Clinic. Et je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, que pour le TAVI, comme pour plein de choses, quand les chirurgiens et les médecins, parce que Gabriel Steg l'avait dit tout à l'heure, c'est de la médecine interventionnelle qu'on fait, quand les deux travaillent ensemble, collaborent plus que se mettent en compétition, les patients sont les vainqueurs. Et il y a le Christ qui avait dit, je crois, 1 + 1 = 3. Alors, pour en finir, ça c'est le côté rose de la situation.
Ça, c'est dans les pays où on a encore des moyens. Et si on regarde un peu le nombre de valves implantées par million d'habitants, ne serait-ce qu'en notre petite Europe, vous voyez qu'on a la chance encore de s'accrocher au peloton de tête en termes d'implantation, moins que les Allemands, moins que les Suisses, mais enfin, on est dans le peloton de tête. Regardez nos pauvres amis anglais, ils sont bien en dessous, et les Espagnols, bien en dessous. Nos amis roumains, regardez, ils sont là, ils mettent très peu de ta vie, ils ne peuvent pas se l'offrir. Regardez l'Égypte, et imaginez les pays d'Afrique du Nord, les pays d'Asie, etc. Donc il y a un réel problème d'accès à ces techniques fantastiques, mais coûteuses. Alors, c'est une plaque de conclusion qu'Alain Cribier m'avait donnée, donc on va être très heureux de la commenter ensemble. Alain était biaisé, bien sûr, parce que bon, c'était son bébé, son enfant. Cette technique de ta vie va exploser. C'est clair, elle a de bonnes bases, elle reproduit une intervention chirurgicale qui marche, et en moins invasif, elle va marcher. Les techniques s'améliorent, les fabricants font des valves plus petites, plus profilées, avec des robes, avec des espaces pour aller dans les coronaires. Ça n'arrête pas de s'améliorer. Il y a plein de malades qui arrivent, parce que, heureusement, on vit vieux dans notre pays, je ne sais plus qui l'a dit. On va continuer sur la gauche à faire une bonne évaluation scientifique rigoureuse. Cette technique a ouvert la porte à l'évaluation dans les valvulopathies. Il faut continuer. On va explorer son utilisation dans d'autres groupes de patients. Je ne vais pas insister là-dessus. On va se battre pour faire baisser les coûts. Nos collègues, nos amis, nos concurrents chinois, nos concurrents indiens fabriquent des valves et on espère que les coûts vont diminuer, on espère surtout que ces valves vont fonctionner longtemps. Et enfin, l'énorme bénéfice va venir du fait qu'on va dépister plus précocement les patients avec sténose aortique pour pouvoir en traiter plus au moment approprié. Donc ce qui était vrai pour le cholestérol, pour l'hypertension, pour la maladie coronaire est aussi vrai. Il faut absolument une éducation du public, et on peut y participer un tout petit peu ici, éducation des médecins généralistes, éducation des cardiologues pour référer les patients en plus grand nombre et plus tôt pour ces belles techniques. Mais Alain est malheureusement décédé et il n'avait pas eu le temps de voir qu'en France, il y a eu encore une innovation extraordinaire. Ça a été publié au mois de décembre. Et ça tu ne l'avais pas dit, tu n'as pas défendu bien ta discipline. Grâce aux ultrasons ultra rapides, l'Institut Langevin, des chercheurs en physique français, avec des cardiologues d'un autre CHU parisien, ont montré qu'on pouvait améliorer la plasticité, le fonctionnement des valves en faisant des séances d'1 heure environ, avec simplement, on met une petite, non le cœur c'est par là, excuse-moi, une petite sonde sur la paroi et on envoie des chocs et ça peut améliorer. Alors il faut maintenant étudier ça très soigneusement, mais c'est un espoir formidable, donc l'histoire n'a pas de fin. Je vous remercie pour votre attention.